Bonjour et bienvenue sur Album Comics. Aujourd'hui, une vidéo pour vous annoncer la tenue prochaine de la messe du monde des comics, le Free Comic Book Day, cet événement annuel qui a lieu tous les premiers week-ends du mois de mai et qui va vous proposer de découvrir gratuitement un lot de comics qui va vous être offert venu de partout dans l'industrie, que ce soit de Marvel, de Image Comics, de DC, des indépendants, de tout ce que vous voulez. Un événement fait pour venir rassembler tous les fans de comics, qu'ils soient les plus précis ou les plus débutants, pour pouvoir un petit peu découvrir ce qui va sortir dans les prochains mois chez nos éditeurs préférés. Un événement qui s'annonce assez palpitant, notamment parce que Marvel devrait présenter dans son FCBD les futurs événements X-Men et Avengers dirigés par Chip Zdarsky, qui devraient bouleverser quelque peu leur univers, et quelques autres nouvelles séries qui devraient plutôt vous ravir. Pour l'occasion, et comme chaque année chez Album Comics, on a envie de voir les choses en grand et de vous présenter pas mal d'auteurs et d'autrices qui vont venir chez nous pour proposer des dédicaces vraiment absolument merveilleuses. Cette année, on a fait vraiment les choses bien et on vous a ramené plein de belles personnes et on présente ça tout de suite. Et le premier des auteurs qu'on aura le plaisir de rencontrer, ce sera le 30 avril, le bon Germán Peralta, un jeune artiste qui fait plus ou moins son petit chemin dans l'industrie, qui est maintenant responsable du personnage de Magik chez Marvel, où depuis quelques temps avec la scénariste Ashley Allen, il nous propose des aventures à la fois gothiques et de urban fantasy, franchement grave cool avec le personnage, avec une représentation assez fidèle et qui en même temps va fureter du côté de l'horreur, avec en plus des événements et des designs de personnages réalisés par Peach Momoko himself, s'il vous plaît. Du coup, un artiste qui est un petit peu une sorte de mercenaire pour Marvel depuis quelques temps, mais qui, moi, j'apprécie particulièrement son style et la tenue de sa narration qui est toujours d'une fluidité sans faille. Moi, c'est un auteur que j'avais d'abord découvert sur son passage sur Thanos avec le scénariste Jeff Lemire, où il avait réalisé la deuxième partie de la saga qui montrait un Thanos malade qui est en train d'être traqué par tous ses ennemis de l'univers et complètement le déchoir de son trône, replacé par son fils Stan qui veut prendre le contrôle de l'univers, un Thanos qui va complètement chuter pour ensuite remonter et partir dans toute une espèce de quête mystique pour recouvrer ses pouvoirs et son influence. Et c'était le bon Germán Peralta qui avait réalisé la deuxième partie de l'histoire, l'ascension du personnage, et qui était fortement intéressante. Et moi j'avais beaucoup aimé l'approche de Jeff Lemire sur Thanos, donc c'est déjà un petit peu la première entrée qu'on va vous proposer pour l'auteur. Moi, là où j'avais particulièrement apprécié et découvert son style, c'était sur les séries Maestro qu'il avait réalisé avec l'auteur Peter David. Alors Maestro, peut-être que vous connaissez, c'est cette version complètement corrompue, dictatoriale et futuristique de Hulk que Peter David avait créé et réalisé dans son long run sur le personnage durant les années 80 dans une série d'anthologie avec le dessinateur George Perez. Et le principe de ce personnage, c'était dans un monde complètement post-apo, avec l'univers Marvel qui a été détruit par une guerre thermonucléaire, où il ne reste quelques cendres de l'univers. Hulk est devenu le monarque un petit peu de ce monde et est devenu complètement fou et dirige tout ça d'une poigne de fer assez ardente. Et vous avez son ancien ami Rick Jones, vous savez, l'homme qui l'avait sauvé de la bombe gamma qu'il a transformé en créature, qui va aller utiliser une machine à voyager dans le temps pour aller rechercher un ancien Hulk, en fait une version plus jeune et plus expérimentée du personnage, pour essayer justement de combattre son futur Maestro pour tenter de libérer ce monde. Une série vraiment dantesque et dans laquelle Peter David revient des années et des années plus tard avec cette série Maestro en 3 actes qui sera principalement dessinée par Germán Peralta et qui nous raconte l'origine story de ce personnage, comment Hulk a complètement sombré et est devenu ce dictateur sans scrupules. Alors bien sûr, toute la bibliographie du personnage ne va pas se résumer à tout ça, mais c'est en tout cas, disons, les grosses choses déjà qu'il a pu réaliser chez Marvel, parce que pour l'instant, il est surtout exclusif à cette maison. On peut également le retrouver avec Joe Michael Straczynski sur les Marvel Tales qu'il a réalisé récemment, et sur quelques autres séries, des fois, où il va faire des tie-ins, et aussi sur moi, une série que j'avais particulièrement appréciée, c'est le Loki de Dan Watters, qui va nous raconter comment le dieu de la malice, qui a construit dans les temps mythiques un espèce de rafio avec les os de tous ses ennemis, quelque chose pour conquérir le monde une fois que le Ragnarok serait arrivé. Sauf qu'actuellement, Loki, il est plutôt gentil, il est plutôt en rédemption, il essaye plutôt d'être un héros, et quelqu'un va voler ce navire et tenter de l'utiliser pour le pire. Loki va du coup devoir essayer de le retrouver et de combattre les personnes perfides qui voudraient l'utiliser. Une série vraiment assez chouette qui nous montre un peu tout l'univers magique et cosmique de l'univers Marvel, avec des petits caméos de Wiccan ou Hulking et d'autres personnages comme ça avec qui Loki a déjà pu faire ses mailles
durant les Young Avengers. Donc moi, une série que j'avais beaucoup aimée, qui bénéficie de l'écriture vraiment toujours en subtilité de Dan Watters, qui est l'auteur des Dark Patterns de Batman chez DC Comics, et avec le trait toujours très élégant de German Peralta. Donc si vous ne le connaissez pas encore, c'est vraiment un artiste à découvrir et qui va faire sans doute encore plus sensation dans les années qui suivent, mais il y a déjà une bibliographie bien remplie et qu'on vous encourage à venir découvrir. L'autre grand auteur qu'on aura le plaisir de retrouver pour ce FCBD, c'est le 2 mai, le bon Javier Rodriguez, le dessinateur actuel de la sensationnelle série Absolute Martian Manhunter, une série qui fait fondre nos cerveaux en repoussant les limites de la bande dessinée, avec au scénario le grand Dennis Camp, qui nous propose sans doute les choses les plus passionnantes de ces dernières années dans le monde de la bande dessinée américaine. Et ici vous connaissez Absolute Martian Manhunter, qui n'en a pas encore entendu parler, cette espèce de mélange détonnant entre Twin Peaks, X-Files et Philip K. Dick. On suit un jeune enquêteur, John Jones, un agent du FBI, qui après un accident qui va le voir alité pendant plusieurs mois, va se réveiller avec une conception complètement différente de la réalité, où il va commencer à entrevoir des couleurs, des formes, des choses qu'il n'a encore jamais encore perçues, et qui sont la conséquence de sa fusion de son esprit avec une espèce de martien qui est venu le prévenir d'une vague de folie complète qui arrive sur les États-Unis et qui va retourner un petit peu le monde et le montrer dans une vague de violence absolument sans précédent. Une série passionnante qui nous parle à la fois de l'Amérique, d'amour, de relations, de perte d'identité et de repères face au monde. Vraiment une œuvre à la fois très dense et en même temps complètement sensorielle, avec le dessin de Javier Rodriguez qui part dans des directions complètement inattendues et étranges, qui joue même avec le médium de la BD en elle-même, sur des moments de transparence et autres. Une œuvre vraiment à découvrir et à connaître, et qui est la culmination du style de cet auteur que moi je suis depuis plusieurs années et qui, par son découpage et son inventivité visuelle, m'ont toujours fasciné. Javier Rodriguez, c'est un auteur assez riche, très dense, qui a déjà produit beaucoup de choses dont il va être compliqué de faire le tour en quelques minutes. C'est un auteur qui a d'abord commencé sa carrière en Espagne, son pays d'origine, mais nous, surtout, on va commencer à le découvrir, en tout cas moi, je vais commencer particulièrement à le découvrir avec son passage aux États-Unis, et notamment sur le Daredevil de Mark Waid pour Marvel. Alors Mark Waid, vous le connaissez, cet auteur classique qui a l'habitude de réinventer les personnages de super-héros, grand amoureux des versions classiques de l'âge d'argent, et où il va replonger Daredevil dans une idée un petit peu plus optimiste, qui après des années de noirceur et d'horreur pour le personnage de Matt Murdock, va chercher à nous montrer un Daredevil qui veut voir la vie du bon côté, qui veut tenter de s'améliorer. Alors ceci est peut-être une façade pour cacher des choses encore plus noires derrière, mais en tout cas c'est un Matt Murdock qui va essayer d'aller de l'avant, et tout ça va en grande partie nous être représenté par des couleurs très chaudes, très lumineuses, qui vont vers des des rouges ou des jaunes très pétants, et tout ça est le travail de notre bon Javier Rodriguez, qui a commencé en tant que coloriste sur cette série Daredevil, notamment aussi en tant que coloriste chez Marvel dans les années 2000 avec son compère Marcos Martin, notamment sur Spider-Man. Et c'est cette palette vraiment assez enchanteuse qui va vraiment commencer à déployer sur Daredevil, jusqu'à devenir le dessinateur du titre, en compagnie de Chris Samnee, avec qui ils vont réaliser pas mal d'épisodes. Javier Rodriguez, pour l'instant, dans son Daredevil, il va avoir un style assez classique, en tout cas une narration vraiment normale, qui va tenter d'être le plus efficace possible, mais plus ça va avancer, et plus il va commencer à expérimenter, à tenter des cadrages ou des choses beaucoup plus qui sortent de l'ordinaire, et qui vont représenter pour moi le style complètement sensitif du créateur, qui va complètement déstructurer une page pour vraiment jouer avec les cadrages et les bulles, les cases, pour vraiment tenter de nous faire ressentir au mieux ce qui se passe dans la tête des personnages et dans les événements en eux-mêmes. Après Daredevil, on va le retrouver sur beaucoup de projets très différents chez Marvel, que ce soit avec Spider-Woman, dans un run assez d'anthologie, où on s'intéresse à la grossesse d'une super-héroïne, ou pour les Exiles, ce revival de cette série des années 90, où un groupe de mutants va voyager à travers les dimensions. Il va aussi faire des choses sur le Hobgoblin, faire un petit peu des fill-ins, un petit peu par-ci par-là sur Spider-Man et autres personnages, mais c'est surtout avec Mark Waid qu'on va le retrouver dans son projet sans doute le plus ambitieux, l'histoire de l'univers Marvel, qu'on retrouve juste ici dans ce grand format proposé par Panini Comics récemment,
où on va suivre eh bien l'histoire de Galactus et Franklin Richards, le fils des 4 Fantastiques, qui sont eh bien tous les deux à la fin de l'univers. L'univers est en train de se détruire et de se replier complètement sur lui-même après des éons et des éons eh bien, de vie, et le Franklin Richards va se voir eh bien, devenir le prochain eh bien, Galactus, le prochain univers eh bien, qu'il va naître, vu que c'est une espèce de cycle eh bien, de recommencement infini, il va devenir eh bien, l'équivalent de Galactus dans cet univers. Et pour tenter eh bien, de comprendre au mieux le rôle qu'il va jouer et tout ce qui va le précéder, Galactus va lui raconter eh bien, toute l'histoire de l'univers Marvel de son commencement jusqu'à sa fin. Un récit hyper inventif où Javier Rodriguez eh bien, revisite toute l'histoire de l'univers Marvel, du Silver Surfer aux guerres secrètes, en passant par la saga du clone de Spider-Man et autres, la guerre Chris Krull, dans des résumés hyper inventifs où justement, comme il a peu de pages et peu de temps, il va devoir eh bien, résumer en quelques lignes eh bien, le grand eh bien, Marvel. Et moi je trouve que ça fonctionne du tonnerre de Dieu, c'est hyper chouette. Et il y a des choses moi qui me marquent vraiment énormément visuellement dans ce truc-là. Et en plus c'est agrémenté eh bien, des commentaires eh bien, de Mark Waid qui vient retracer eh bien, avec nous l'univers Marvel. Donc moi c'est un ouvrage que je trouve immensément touchant, une déclaration d'amour sans pareil à la Maison des Idées et que vous devez bien bouquiner si ce n'est pas déjà fait. Et en parlant eh bien, de cosmogonie de l'univers Marvel, Javier Rodriguez s'y est également eh bien, attaché avec la série eh bien, Defenders, en compagnie eh bien, du scénariste Ali Wing, où il revisite eh bien, les différents univers qui ont précédé celui de Marvel, avec le Doctor Strange et ses compagnons eh bien, qui partent dans un road trip absolument psychédélique, et où pareil, eh bien, on voit le trait complètement fou de Javier Rodriguez qui ici, avec les différents univers, eh s'en donne vraiment à cœur joie. Il s'en donne également eh bien, à cœur joie dans la série eh bien, Zatanna Bring Them House, qu'il a réalisé avec Mariko Tamaki pour DC Comics, son premier vrai travail eh bien, d'ampleur chez l'éditeur Hâte de Lettres, après quelques feelings eh bien, sur des séries liées à l'univers de Sandman, et qui représente une espèce d'origin story du personnage de Zatanna, qui va découvrir un petit peu ses pouvoirs magiques, et une relation eh bien, pas tout à fait au beau fixe eh bien, avec son père, une série eh bien, qui nous arrivera à la rentrée en français eh bien, chez Urban Comics, et qui est un eh bien, petit chef-d'œuvre que je vous invite évidemment à découvrir. Javier Rodriguez, il y a encore eh bien, 1000 choses eh bien, à mon avis qu'il va pouvoir nous proposer, ne serait-ce eh bien, que sa collaboration avec Denis Camp eh bien, qui semble particulièrement fertile, et qui devrait donner naissance eh bien, dans l'année, ou en tout cas l'année prochaine, à une nouvelle série eh bien, chez DC Comics assez ambitieuse, après eh bien, les 12 numéros de Martian Manhunter. Donc moi, un artiste que j'adule, que j'adore, dont je pourrais vous parler pendant des heures, et on peut en parler pendant des heures à la boutique eh bien, si vous passez, et dans lesquels eh bien, vous allez pouvoir eh bien, vous émerveiller et découvrir un petit peu les limites, en tout cas dépasser les limites de ce que la BD eh bien, peut vous proposer. Et surtout, eh bien, le 3 mai, on aura le plaisir et l'honneur de recevoir la légende vivante Chris Claremont. Alors, y a-t-il encore besoin eh bien, de présenter en 2026 eh bien, Chris Claremont? Je ne sais pas, mais je vais quand même eh bien, m'y essayer. Chris Claremont, eh bien, c'est l'auteur légendaire des X-Men qui, après eh bien, un passage, disons, un petit peu avide de l'équipe, en fait, dans les courants des années 60, qui n'avait pas forcément bien très bien marché sous sa première mouture, sous Jack Kirby et Stan Lee, va eh bien, faire renaître eh bien, l'équipe en compagnie de Len Wein dans les années eh bien, 70, avec eh bien, une toute nouvelle équipe, beaucoup plus eh bien, portée vers l'international, avec le dessinateur Dave Cockrum. Et à partir de là, eh bien, tout est lancé, une véritable révolution eh bien, dans le monde des comics, avec cette approche eh bien, hyper intéressante que Claremont va avoir eh bien, à la fois de ses personnages, d'un travail sur le long terme, et surtout de thèmes politiques et forts, où il va vraiment utiliser les X-Men eh bien, comme une métaphore eh bien, de l'exclusion, du racisme, de la mise de côté, du début de l'adolescence, qui va faire vraiment des mutants une métaphore vraiment très forte eh bien, de toute l'ostracisation que peut ressentir eh bien, une personne dans notre réalité, et dans des aventures eh bien, complètement rocambolesques, avec des trahisons, des amours, des pertes, des choses vraiment super dès le début, et dans lesquelles eh bien, Chris Claremont va développer tout ça eh bien, sur des dizaines et des dizaines d'années, sur un run pratiquement ininterrompu eh bien, de 14 ans sur les X-Men, chose eh bien, qui est à mon humble avis eh bien, pratiquement inégalée dans le monde de la BD, et il va nous forger eh bien, des histoires eh bien, toutes plus incroyables les unes que les autres, avec des dessinateurs eh bien, comme John Byrne, Paul Smith, John Romita Jr., Salvador Larroca et un milliard d'autres que j'aurais du mal eh bien, à tous vous énoncer, Art Adams, Sal Buscema, John Buscema. Et évidemment, eh bien, le grand eh bien, chef-d'œuvre de Chris Claremont eh bien, avec John Byrne, c'est la saga du Phénix Noir, ce fameux histoire, eh bien, ce momentum des X-Men. On va voir la mort de Jean Grey, une fois qu'elle aura été bien corrompue par le personnage du Phénix, une espèce d'entité eh bien, extradimensionnelle, ou en tout cas
avec une puissance incommensurable que Jean Grey va acquérir au début de ses histoires sur les X-Men et qui après avoir été hanté par certains mauvais mutants va détruire des mondes et c'est comment les X-Men vont se retrouver confrontés aux chiards des espèces d'êtres, en tout cas d'extraterrestres qui gèrent tout un moment, un endroit de l'univers, vont essayer de juger la personne et ça va être Jean Grey, même une personne aussi pure que Jean Grey a été corrompue par ce pouvoir et a fait des choses mal. Et c'est toute une histoire vraiment assez magnifique au-delà du côté un petit peu lore des X-Men que ça va développer sur la corruption, sur le pouvoir, comment le pouvoir peut nous corrompre, qui que nous soyons, même les plus grandes pensées qu'on peut avoir, le meilleur, on peut tomber, sombrer quand quelque chose, quand un pouvoir trop grand est à notre portée, et c'est ce qui rend cette histoire absolument dantesque, mythologique, et aussi complètement touchante par la relation que Jean entretient avec Scott, son amour. Donc vraiment quelque chose de magnifique, sans doute que vous connaissez de nom, mais que vous n'avez peut-être pas toutes et tous lu, donc c'est vraiment aussi le moment de découvrir ce genre d'histoire parce que c'est aujourd'hui encore plus nécessaire que jamais. Alors bien sûr, du coup, si vous voulez retrouver un petit peu toutes les histoires de Claremont, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup sur les X-Men, qui est son, disons, fait d'armes principal, ça va être disponible dans les intégrales de Panini Comics en version française, dans les épiques en anglais, ou encore en boutique en venant chercher les numéros originaux qu'on vous ramène des États-Unis, mais au fur et à mesure, Claremont il va faire beaucoup d'histoires légendaires, alors, que ce soit la saga du Phénix Noir, que ce soit Death of the Future Past, que ce soit moi une des meilleures histoires que j'ai jamais lues, je pense, chez Marvel et sur les mutants, Dieu crée l'homme détruit, God Love Man Kills, où il pousse le plus loin son histoire, sur sa métaphore sur les mutants et sur le racisme, une histoire qui avait servi à la base, à l'époque en tout cas, d'adaptation pour le film X-Men 2 dans les années 2000, et une des histoires peut-être un petit peu moins connues aujourd'hui, mais qui mérite amplement d'être lue. Et avec le succès des X-Men qui va se faire de plus en plus grandissant, ça va vraiment devenir avec Spider-Man les stars de l'univers Marvel, Claremont et d'autres vont développer peut-être la licence avec d'autres histoires, que ce soit sur les nouveaux mutants en compagnie de Bill Sienkiewicz, où ça va être après Scott, Wolverine et Tornade et autres, d'autres jeunes mutants qui vont être élevés par le professeur Xavier, dans des histoires ici un petit peu avec trait un peu métaphysique et horrifique. Ça va être aussi l'arrivée de Excalibur, cette version un petit peu anglaise des X-Men avec Alan Davis, où il va développer le personnage de Rachel Summers, de Captain Britain, de Kitty Pryde et autres, donc des aventures justement un petit peu plus anglaise, drôle et un petit peu truculente. Et Claremont, après disons, son grand œuvre sur les X-Men, ça va pas forcément être son seul fait d'armes chez Marvel, il va aussi faire du Doctor Strange, il va faire du Power Man et Iron Fist avec John Byrne, du Iron Fist en premier temps, qui est un des personnages qui va un petit peu co-créer, et aussi Claremont, lui, il y a une des choses qui va vraiment le distinguer dans le monde du comics des années 70 et 80, c'est sa prépondérance à mettre beaucoup en avant des personnages féminins, que ce soit avec Tornade par exemple chez les X-Men, qui va être un des personnages qui va devenir le plus important, le plus central, la chef des X-Men pendant plusieurs années, notamment racontée dans cette histoire absolument géniale avec Barry Windsor Smith, Life and Death, où Tornade va perdre ses pouvoirs et partir dans une quête identitaire en retournant en Afrique, mais également avec d'autres personnages comme Miss Marvel, où il va donner un petit peu plus ses lettres de noblesse aux personnages, que ce soit aussi avec la création de Mystique, d'autres persos comme ça Marvel qui vont devenir assez centraux, son développement de Jean Grey, de Kitty Pryde et autres, et c'est quelque chose qui est assez détonnant pour l'époque, et avec des personnages féminins qui sont pas bien caricaturaux, qui ont des vrais enjeux, des vrais drames, qui sont très attachants, et surtout qui sont souvent les rôles majeurs de ces histoires. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup déterminer la trajectoire de Claremont chez Marvel. Alors évidemment, Claremont il n'a pas travaillé que chez Marvel, il a aussi fait des choses un petit peu en indépendant, un petit peu par-ci par-là pour d'autres éditeurs, il a notamment travaillé un petit peu avec Jim Lee et autres au début de Image Comics sur les Wildcats et d'autres trucs, mais c'est évidemment pour sa carrière chez Marvel qu'on le retient le plus. Encore une fois, on aurait pu citer d'autres ouvrages qu'il a fait sur Wolverine, sur les 4 Fantastiques et sur 1 milliard d'autres trucs, mais après de bons et loyaux services chez la Maison des Idées, Claremont il n'est pas forcément en retraite, mais il reste un petit peu dans le coin, à la fois pour accompagner la promotion et l'arrivée de nouvelles histoires, de nouvelles adaptations sur ces personnages fétiches, mais aussi pour nous proposer de temps en temps des sortes de petites histoires où il redécouvre, en tout cas il nous fait redécouvrir sous un autre prisme des histoires un petit peu cultes qu'il a pu écrire. Notamment récemment il nous a replongé dans le Wolverine des débuts des années 80 avec 2 mini-séries vraiment assez qualité, avec un style vraiment classique qui fonctionne vraiment bien et qui devrait plaire aux fans de Wolverine des périodes de l'Ariama.
Donc c'est un auteur, donc il a fait ça récemment, il a été annoncé qu'il participerait bien à une série sur Gambit, il peut faire aussi quelques petites histoires sur les X-Men par-ci par-là, un petit peu anniversaire, donc c'est quelqu'un qui reste bien actif, qui reste dans les environs et qui continue bien de nous émerveiller avec plein de belles histoires. Et pour terminer cette tripotée d'auteurs, on aura le plaisir le 7 mai de retrouver le scénariste Charles Soule chez Album Comics. Alors Charles Soule, c'est un auteur peut-être que vous connaissez assez mal parce qu'il a une carrière maintenant assez hétéroclite. Il est dans l'industrie depuis maintenant une bonne quinzaine d'années je pense, et c'était un ancien avocat qui travaillait au bureau au barreau de New York et qui est arrivé un petit peu dans le monde des comics par passion. Alors il va surtout arriver chez Marvel pour lequel il va faire pas mal de boulot de commande justement lié à son ancien métier d'avocat, parce qu'il va réaliser une série très amusante sur le personnage de She-Hulk, et il va se voir confier pendant plusieurs années le personnage de Matt Murdock de Daredevil à la suite de celui de Mark Waid, comme tout ce regroupe avec qui Rodriguez avait travaillé. Dans cette série Daredevil, Charles Soule il va tenter de revenir à quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus noir, avec le dessinateur Ron Garnet, qui va adopter un style très un petit peu à la Frank Miller, et dans lequel il va développer un polar vraiment assez acerbe et assez sointant, et qui est, sans être la meilleure histoire de Daredevil, vraiment quelque chose d'assez marquant, dans lequel il va inventer pas mal de choses qui vont faire les années prochaines de Daredevil, notamment le personnage de Muse, un nouveau méchant que vous avez peut-être vu dans la dernière série de Daredevil Born Again, et c'est surtout lui qui va avoir la brillante idée de faire de Wilson Fisk le maire de New York City. Donc un run vraiment assez chouette qui vient d'être ressorti tout juste en intégrale, en omnibus chez Penny Comics, et qui est quelque chose que je vous invite quand même à lire, ne serait-ce parce que graphiquement c'est absolument sublime, et dans lequel aussi parce qu'on voit le bon Charles Soule commencer à composer sa bibliographie avec des choses quand même assez intéressantes, d'assez politiques et de très noires. Et en parlant de politique et de choses très noires, surtout je pense la chose la plus intéressante et passionnante que Charles Soule ait fait depuis, c'est son travail sur les personnages de Star Wars. Ça va être un petit peu le monsieur Star Wars attitré de Marvel depuis quelques années, d'une part en reprenant le destin du personnage de Dark Vador dans une série Le Seigneur Noir des Sith qui fait pas mal sensation et comme on dit dans le milieu est une sorte de fan favorite, avec un Charles Soule qui va nous raconter les événements se passant entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de Star Wars, avec un Dark Vador qui va à la fois compléter sa formation en tant que Sith et qui va partir traquer les Jedi qui ont survécu à l'ordre 66. Une histoire vraiment très chouette qui va partir sur les cimes un petit peu mystiques du personnage et qui va user de belle manière la mythologie un petit peu de Star Wars. Après cette histoire qui va être assez sensationnelle pour les fans, c'est lui qui va pendant plusieurs années gérer à la fois la continuité principale des titres et de l'univers de Star Wars en comics, avec pas mal d'événements qui vont se succéder en écrivant la série titre Star Wars, que ce soit War of the Bounty Hunter, Hidden Empire et autres choses, et où il va vraiment être assez régulier sur ces titres, et c'est aussi Charles Soule qui va lancer une nouvelle gamme dans l'univers de Star Wars, celle qu'on va appeler la Haute République, et qui est une sorte de préquel un petit peu à l'univers que l'on connaît habituellement, une sorte d'histoire très ambitieuse qui va se développer à la fois sur des romans, dont Charles Soule va être l'écrivain du premier, sur des comic books, sur des jeux vidéo, sur des titres jeunesse, sur des livres audio, et plein d'autres choses. Une histoire très ambitieuse qui s'est terminée, ou en tout cas qui est en train de se terminer actuellement aux États-Unis, et qui nous montre un petit peu le passé, l'âge d'or du monde un peu des Jedi. Et c'est sans doute ce qui va le plus occuper Charles Soule ces dernières années, en plus de ses activités en tant que codeur indépendant. Et oui, parce que Charles Soule va nous faire quelques pépites aussi dans le monde de l'indépendance, notamment chez l'éditeur Onipress ou encore Image Comics. Onipress, ça va être un de ses premiers trucs avec sa saga Letter 44, une histoire un petit peu de science-fiction qui va nous raconter comment le nouveau président des États-Unis découvre une espèce de mission spatiale qui avait pour but de découvrir un petit peu les secrets de l'univers et qui est en train de revenir dans notre monde, en tout cas sur notre Terre, avec pas mal de nouvelles choses, un espèce de thriller politique mêlé à de la science-fiction en space opéra assez ambitieux et que moi j'avais beaucoup aimé, qui a été réédité en compendium assez récemment, et c'est aussi avec l'aide du scénariste Scott Snyder que Charles Soule va pas mal se prendre des galons en indépendant avec leur série en commun Undiscovered Country, dessinée par l'auteur Giuseppe Camuncoli, une espèce pareil de série complètement folle de science-fiction qui est là pour commenter un petit peu l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avec des États-Unis qui sont complètement refermés sur eux-mêmes et qui sont devenus une espèce de terre où personne ne va, mais où des explorateurs vont quand même tenter d'y arriver, et en y allant on vont découvrir comment l'Amérique a changé et est devenue complètement folle.
Et enfin, surtout moi, ce qui fait briller eh bien, mes yeux ces dernières années chez Sarsoun, c'est sa bande dessinée en indé, 8 Billion Janice, une histoire eh bien, en one-shot qui va nous raconter comment du jour au lendemain, les 8 milliards eh bien, d'êtres humains sur Terre vont se voir accorder eh bien, un génie qui peut leur réaliser un de leurs vœux. Et bah, vous imaginez bien comment ça va devenir un petit peu le bordel, avec tout le monde qui va commencer à souhaiter tout et n'importe quoi, à la fois pour leur plaisir personnel, ou bien par unique hubris, ou pour aider les gens. C'est une série qui va tenter de questionner un petit peu les limites à la fois de notre imagination, mais également l'hubris et l'individualité de l'humain, et que moi j'avais vraiment aidé, et qui est pour moi une sorte de série un petit peu à la Marc Millar, avec un pitch hyper fort, mais qui en même temps développe jusqu'au bout toutes ses idées. Et plus récemment, Charles Soule, on pourra le retrouver encore une fois chez Marvel, où il est venu compléter sa vision sur certains personnages, notamment en reprenant les rênes du personnage de Carnage et de Venom, avec une série centrée sur Eddie Brock, et dans laquelle il va aussi participer aux derniers événements de l'univers de Spider-Man, en co-écrivant et en co-créant la saga Death Spiral, qui est en train de se dérouler actuellement, où Venom, Spider-Man, Carnage et d'autres, et tous les personnages un petit peu symbiotiques vont devoir affronter un méchant assez mystérieux qui veut tous les trucider. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça va être un événement pas mal chargé, avec vraiment de magnifiques auteurs qui vont venir nous rendre visite. Si vous avez envie de les rencontrer, tout ça, ça se passe sur albumcomics.com ou dans le descriptif de la vidéo, où vous pouvez réserver votre place pour venir à cette dédicace. Faites attention parce que ça va commencer à partir assez vite, donc vraiment prenez votre réservation au plus vite. Nous, on a hâte de vous retrouver pour cet événement, que ne serait-ce que pour le Free Comic Book Day, avec tous ces comics gratuits qui vont être assez passionnants à découvrir pour le futur un peu des prochaines productions de comics, que ce soit chez Marvel, DC ou en indépendant, et pour rencontrer tous ces auteurs un petit peu d'exception. Je vous avoue que moi je trépigne d'impatience de pouvoir discuter avec eux et d'échanger sur leur bibliographie. Moi, en tout cas, j'ai eu le plaisir de vous présenter un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus profondément la bibliographie de ces auteurs. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous en boutique pour qu'on puisse parler passionnément de tout ça ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très vite.